Glander, glandouiller, être un glandeur. Tout de suite, on peut se dire que ça fait référence aux testicules. Bah ouais, quand on parle de glande quoi. Surtout que on peut relier ça à une autre expression, un peu moins relevée. Ah, t'es sérieux? Tu branles quoi au pu à 17h? Sachez que la glandée, c'est quand tous les chênes d'un domaine se mettent à produire en même temps en extrêmement grande quantité. Et c'est valable pour d'autres fruits à coque, comme les faines des hêtres. Dans ce cas, on parle pas de glandée, mais de fainées. Ouais. Le sol forestier en automne est alors jonché de faines ou de glands, fruits qui ne sont pas forcément comestibles facilement par l'homme. En effet, ils sont très astringents à cause du tanin. C'est âpre, c'est amer, et ça donne une sensation de dessèchement dans la bouche, un peu comme les noix ou un bordeaux très prononcé. En grande quantité, ces noix peuvent même provoquer des troubles intestinaux. C'est pas excellent, mais pourtant, quand on regarde les nutriments, ça claque. Il y a des lipides, des glucides, des vitamines. Bref, tout ce qu'on recherche pour aider à passer l'hiver quand on est au Moyen-Âge, que la famine pointe le bout de son nez et qu'on ne roule pas nécessairement sur l'or. On a littéralement en plus qu'à se baisser pour les choper ces trucs en forêt. Il y en a partout. Mais surtout, c'est un mets de choix pour engraisser les porcs. En automne, il est fréquent que les porchers, oui oui, j'ai vérifié, les porchers, c'est pas les mecs qui gardent les Porsche. C'est au final les gars qui s'occupent des porcs. Pour que le porc en profite plus, la glandée, pratique consistant à ce que les porcs paissent ensemble, est accompagnée la plupart du temps par l'éleveur, communément appelé porcher, qui avec sa voix mène les porcs au meilleur chêne vert pour pouvoir, grâce à un bâton, secouer l'arbre pour favoriser la tombée des glands. Bref, les porchers, ils emmènent les porcs dans les bois pour que les bêtes se repaissent de cette nourriture très nutritive que sont les glands. On dit des porchers à ce moment-là qu'ils glandent. Et forcément, on est d'accord que le glandage, c'est pas une activité très fatigante. On se trouve un petit chêne peinard où on peut s'appuyer et faire une petite sieste et laisser faire l'affaire. Et du coup, vous êtes au Moyen-Âge. Mettez-vous dans la peau de l'oncle qui va étanchéifier la remise pour que les moissons ne pourrissent pas. Ou dans la tête de la mère qui va battre la crème pour faire du beurre. Ou encore le fils aîné qui va faire, je sais pas moi, du cidre en pressant les pommes. Et là, vous voyez le petit cadet qui se réveille à pas d'heure pour aller faire une petite sieste dans la forêt avec Babe et Pumba, les deux cochons de la famille. Vous comprendrez que le terme de glandeur n'est certainement pas flatteur dans leur bouche. Le mot s'est donc popularisé pour désigner un tir au flanc, un feignant. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, savez-vous comment ce mot s'écrit? Un feignant ou un fainéant? Hein? Eh bien, les deux s'écrivent. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes mots. Ils se prononcent même pas de la même manière. On dit un feignant et un fainéant. Ils ont pourtant la même racine et sont souvent confondus. Pourtant, le sens n'est pas exactement le même d'après l'Académie française. Un feignant est quelqu'un qui fait le travail, mais qui en réalité ne fait rien. Un fainéant est quelqu'un qui ne fait rien et qui ne fait rien pour le cacher. Bref, revenons à nos cochons et à nos glands. D'ailleurs, petite parenthèse. Faut vraiment que j'arrête avec les parenthèses. Ma vidéo va ressembler à une équation. C'est marrant, on parle de glands, mais au Moyen-Âge, on donnait aussi un autre aliment aux cochons, et que la plèbe consommait aussi quand ils avaient la dalle. À votre avis, qu'est-ce que c'était? C'est un truc qu'on retrouve aussi aujourd'hui, hein, y a pas de souci, sauf que c'est pas dans la forêt. C'était le caviar. Nos fleuves étaient tellement pleins d'esturgeons qu'on ne manquait, mais alors pas du tout de caviar. On donnait les œufs aux cochons, et les pauvres qui étaient obligés d'en consommer, parce qu'ils avaient la dalle quoi, le consommaient en le transformant un petit peu quand même. Ils en faisaient de la bouillie, parce que sentir les petits œufs qui popent sous la dent, c'est quand même pas très humain quoi. Certains catholiques étaient obligés d'en manger pendant la période de carême, pour pallier à l'absence de viande. Mais quelle horreur! Quand on voit le prix du caviar aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer que c'était la margarine du pauvre de l'époque, quoi. Imaginez, il se passe la même chose avec les glands. Ça donne envie d'investir dans une petite parcelle de chêne, non? Gestionnaire de patrimoine. Mais ça ferait une super conversion professionnelle, ça. Bref, voilà.
Je me disais que c'était une anecdote assez amusante, le caviar, etc., pour vous en faire profiter. Mais retournons à nos arbres et à nos glands. On sait à présent ce qu'est qu'une glandée. Et on sait aussi que le terme de glandeur est lié. Mais il faut savoir que les glandés, ou masting en anglais, ouais, j'ai un super accent anglais, masting, c'est pas tous les ans. Et ouais, la production de glands et des faines est hyper aléatoire. Globalement, on en a une tous les 2-3 ans, avec une maxi-glandée tous les 10-15 ans. Mais ça dépend beaucoup des régions et des espèces d'arbres. Et en dehors des glandées, l'automne, sur un même domaine forestier, on a une production quasiment nulle. Comme on parle d'un comportement biologique, le fait de faire des glands une fois tous les 3 ans, on a donc deux questions qui se posent. D'abord, le pourquoi. Et ouais, vous allez me dire, en science, on a souvent tendance à se demander comment. Allez demander à un astrophysicien comment une étoile meurt. Il se fera une joie de vous décrire le fonctionnement d'une naine avec l'épuisement de son hélium pendant des heures. Mais demandez-lui pourquoi une étoile meurt. Il va vous regarder chelou et vous orienter vers la religion, je pense. Et c'est ça qui est génial avec la biologie. C'est qu'on peut répondre aux questions techniques sur le comment les arbres s'organisent pour se reproduire tous ensemble tous les X années, mais également, dans une certaine mesure, pourquoi faire de la sorte leur a donné un avantage important en matière d'évolution par rapport à ceux qui ne le faisaient pas et qui ont été sanctionnés par la sélection naturelle. Et donc, première question, la plus intéressante selon moi, le pourquoi. Eh bien, comme je le disais, les fruits à coque sont hyper nutritifs. Et ils sont nombreux dans la forêt à se jeter dessus. Les sangliers, les cervidés, les écureuils. Si les arbres étaient réguliers et produisaient tous les hivers le même nombre de glands et de faines, ce serait le McDo de la forêt. La population des consommateurs s'adapterait aux ressources et chaque année, au final, ils mangeraient tout. À terme, ce serait une catastrophe pour l'écosystème de la forêt, car la reproduction des arbres serait alors compromise. Regardez-moi cette étude sur une forêt suédoise d'êtres. Ils ont quantifié la production de faine par hectare. Imaginez, vous êtes un écureuil qui naît au printemps 95. Bim! Vous êtes le roi de la forêt. Vous avez tellement de noix que vous vous pétez le bide. Les demoiselles écureuillettes sont toutes en beauté. Vous êtes vigoureux, vous faites plein de gosses. Les 2 années suivantes sont extrêmement douloureuses. Rien, nada. La population d'écureuils revient à la normale quand le masting des années 2000 arrive. Il n'y a pas assez d'animaux pour tout manger. Certes, tout le monde mange à sa faim, mais il reste assez de graines pour créer de nouvelles pousses. Ça va même beaucoup plus loin. L'écureuil, dans ce cas, aiderait l'arbre à se reproduire. Comment ? Eh bien, tout simplement, parce que comme il ne peut pas tout manger, l'écureuil va cacher en stockant sous terre les glands en trop qu'il ne peut pas consommer. Rappelez-vous Scrat, dans l'âge de glace, qui passe son temps à vouloir enterrer sa noix. Attends, t'es sûr que c'est un écureuil ce truc ? Ouais, c'est un écureuil. Il faut savoir que l'écureuil a d'ailleurs très mauvaise mémoire. C'est plus de 70% de ses caches qu'il oublie. J'espère que la caisse d'épargne n'a pas repris cet aspect-là de la bestiole dans la gestion de nos comptes bancaires d'ailleurs. Les glands oubliés sous terre se mettent alors à germer, créant de nouvelles pousses, grâce aux écureuils qui les ont placés au bon endroit. Quel bel exemple de symbiose entre un prédateur et son casse-croûte. Maintenant, intéressons-nous au comment. Avoir des glandés périodiques, ça fonctionne. Mais comment les arbres s'arrangent pour se faire une orgie forestière la même année, tous ensemble ? Surtout qu'on peut voir que c'est complètement aléatoire en fonction des domaines. Il y en a parfois tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Et c'est très bizarre. Un arbre, il n'a pas d'yeux, il n'a pas d'oreilles. Il peut pas traîner sur son appli de rencontre Timber et savoir quand il doit sortir le grand jeu. Après, attention, il est prouvé aujourd'hui que les arbres communiquent bel et bien entre eux par les racines et par les airs. Et quand les racines ne sont pas assez longues pour atteindre un congénère, ils passent par le réseau souterrain des champignons pour diffuser les infos. Un peu comme l'internet de la forêt. C'est ce que les scientifiques appellent d'ailleurs, avec humour, le Wood Wide Web. Par exemple, si un être est attaqué par une espèce d'insecte, ou que son écorce est grattée par un cervidé, il se mettra à produire des répulsifs appropriés à l'agresseur pour se défendre.
Mais ce qui est dingue, c'est que tous les arbres du massif se mettront eux aussi à produire des répulsifs. Parfois alors qu'ils se trouvent à des centaines de mètres de la zone sinistrée. L'arbre attaqué a communiqué l'agression à ses petits copains pour qu'ils se protègent de manière préventive. De même, les jeunes arbres qui n'ont pas encore atteint la canopée et qui ne peuvent par conséquent pas synthétiser assez de sucre par photosynthèse, parce qu'ils n'ont pas encore assez de lumière, eh ben, ils peuvent compter sur les arbres adultes proches pour filer du sucre par les racines, afin de permettre quand même grandir un peu et survivre, même si ces jeunes arbres sont dans la pénombre. On a aussi, par exemple, des souches d'arbres qui étaient canées, quoi. C'est des souches qu'on a coupées, il reste ça de tronc au-dessus du sol. Et on s'est rendu compte que ces souches étaient encore en vie des dizaines d'années après avoir été coupées. Alors qu'elles n'avaient plus aucun moyen de synthétiser du sucre, quoi. Elles étaient mortes. Et pourtant, elles sont restées en vie pendant des dizaines d'années parce que les arbres qui étaient autour les maintenaient en vie en leur donnant des sucres par intraveineuse, sous terre, par les champignons. Pour en revenir à la synchronicité des arbres pour nos glandés, il y a deux théories. La première propose que tous les arbres d'une région sont soumis aux mêmes épisodes climatiques, sur des centaines de kilomètres. Une forêt qui s'est pris un épisode de grêle ou de gelée tardive, qui a bousillé ses bourgeons, quoi, verra tous ces arbres impliqués. Et donc, tous ces arbres réagir pareil d'un point de vue de la reproduction. On aura donc une forêt qui a réagi de manière unanime. Tous les arbres feront la même chose, et donc ils produiront des glands au même moment. La deuxième théorie ne contredit pas la première, mais apporte un point de vue nouveau. Il s'agit de la notion d'équilibre des ressources acquises et dépensées à la maille individuelle. Oui, je sais, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais attendez, vous allez comprendre, je vous jure. Imaginez, vous avez une forêt qui fait une glandée tous les 2-4 ans. À un moment, vous plantez un arbre étranger au milieu de cette forêt. Ce nouvel arbre, on va dire qu'il est super en forme, et il se prépare à sa glandée du siècle. Problème, sa nouvelle forêt d'adoption a déjà fait une glandée l'année dernière. Tous les arbres de la région sont épuisés et veulent juste se reposer cette année. Mais notre nouvel arbre ne l'entend pas de cette oreille. Il va donc créer des fleurs femelles à féconder et émettre du pollen pour féconder des fleurs. Seulement, problème. En général, un arbre ne peut pas s'auto-féconder pour éviter un problème évident de consanguinité. L'arbre va donc voir ses fleurs inutiles car personne ne lui enverra de pollen. Et pareil, le pollen qu'il enverra ne trouvera pas preneur. Et donc, c'est plutôt cool, parce qu'il aura dépensé très peu d'énergie. Je pense que les mamans vont être d'accord avec moi. Ce qui coûte en énergie en matière de reproduction, c'est pas vraiment la conception, c'est plutôt tout le temps de gestation qu'il y a derrière. Le nouvel arbre aura au final dépensé assez peu de ressources. Il aura juste produit ses gamètes et n'aura pas eu à alimenter ses fleurs fécondées pour en faire des glands dans un processus très énergivore. L'année d'après, il pourra donc recommencer sa tentative, et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur l'année où les autres arbres auront suffisamment rechargé leurs réserves pour concevoir avec lui une glandée. Après ça, il sera lui aussi fatigué, comme les autres, et sera synchronisé avec sa forêt pour les glandées à venir. On a souvent comparé les glandées à un autre phénomène, qui pourrait paraître au premier abord très similaire, mais au final qui ne l'est pas tant que ça. Certaines espèces de sauterelles américaines sortent du sol pour se reproduire au bout de 17 ans. On est d'accord que pour les glandées, faire attendre 2-3 ans pour réguler la population des prédateurs est une bonne stratégie. Mais chez ces sauterelles, c'est 17 ans. Même pour échapper aux prédateurs, c'est très excessif. Il y a donc une autre explication. Mais je pense qu'on va la découvrir dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et surtout, vous voyez bien que c'est le début. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de la vidéo pour m'aider à progresser. Salut!